Bonjour, vous écoutez un podcast fait maison et indépendant. Alors si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur cette plateforme d'écoute, à parler des épisodes autour de vous et à suivre la recette sur les réseaux sociaux. Merci. On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette de quoi, du bonheur? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. On commence avec un velouté, un toast suivi d'un plat de chaque. Andouillettes, saucisson brioché, rosette. Un toast suivi d'une patate douce. Vous ai-je déjà dit que c'est à Lyon que je vis, dans la capitale de la gastronomie ? Ici, comme partout en France, notre culture culinaire est ancrée dans les produits carnés. Et les traditions, c'est comme le jambon, c'est pas facile de s'en passer. Il faut les remuer régulièrement pour qu'elles cuisent sur toutes les faces. Pourtant, oui je sais, vous me voyez venir, car vous le savez déjà, la viande pèse lourd sur le climat. En fait, un repas avec du bœuf émettrait 14 fois plus de CO2 qu'un repas végétarien. J'aime bien le toast de caviar d'aubergine, s'il vous plaît. Réduire sa consommation de produits animaux serait même le petit geste le plus efficace pour aider la planète. Alors, face à l'urgence de végétaliser nos assiettes, une nouvelle génération de chefs engagés a décidé de bousculer les codes de la gastronomie et de rendre les légumes sexy. C'est un peu une masterclass parce que je sais jamais comment couper les oignons cébettes. C'est vrai. C'est le cas de mon invitée, la chef Émilie Dader, qui avec sa cuisine gourmande s'est lancé le défi de réenchanter le végétal pour démontrer qu'on peut se faire plaisir, même sans charcuterie. C'est super bon, je viens de prendre ma première bouchée et c'est très Alors, comment démocratiser la cuisine végétale ? Quelle différence entre un plat végétarien, végétalien, flexitarien ? Et ça sent très bon. Et d'ailleurs, manger végé, qu'est-ce que ça change ? Bon appétit. Je suis Émilie Dader, la chef du restaurant Les Mauvaises Herbes à Lyon. Je vous explique rapidement du coup. Ouais. Donc vous avez les 4 entrées qui sont en haut, les 2 plats au milieu et les desserts en bas, avec toutes végétales excepté l'assiette de fromage. Et du coup juste la première entrée, les papas arrugadas, c'est une spécialité des îles Canaries qu'on a revisité. Donc c'est des pommes de terre grenaille qu'on fait cuire en croûte de sel et par-dessus on met une sauce moro verde. C'est une sauce verte à base d'ail, de cumin, de persil et de coriandre. Est-ce que dans un restaurant végétal, on passe son temps à couper des légumes ? Oui, franchement, ça occupe quand même une grosse partie de nos journées. Laver et couper les légumes. Mais moi, ça m'intéresse parce que c'est la transformation de la matière en fait qui m'intéresse. J'adore partir d'un produit brut, voire même un produit pas forcément aimé des consommateurs en général. Et je trouve que c'est un peu faire de la magie, réussir à le rendre bon. Bonjour Émilie. Bonjour Julie. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast La Recette. Émilie, tu es chef au restaurant Les Mauvaises Herbes à Lyon. Ici, tu ne cuisines que le végétal, avec la ferme intention de tordre le cou aux idées reçues et de démontrer que manger végé, c'est non seulement nutritif, mais aussi gourmand. Alors, dis-moi Émilie, comment on fait ça ? Comment on bouscule les papilles avec les légumes ? Et comment on démocratise l'alimentation végétale ? Alors c'est tout un programme, mais effectivement, mon challenge au quotidien, c'est d'essayer de casser un peu tous les stéréotypes qu'on peut avoir autour de la cuisine végétale. On s'imagine souvent que les végétaliens ne se nourrissent que de tofu et de graines, que c'est une cuisine insipide. Et je m'amuse beaucoup à relever le challenge de surprendre et de renverser les codes.
Avant que tu nous en dises un petit peu plus sur ta cuisine, est-ce que tu peux nous raconter où as-tu grandi, Émilie ? Et peut-être, est-ce que tu peux nous parler d'un souvenir gustatif, un plat qui t'aurait marqué dans ton enfance ? Alors j'ai grandi à Grenoble, au cœur des Alpes, donc j'ai toujours été passionnée de nature et de montagne. J'ai des origines allemandes, ma grand-mère était allemande et je me souviens que quand je lui rendais visite, elle me cuisinait des plats typiques, très rustiques, des recettes vraiment très traditionnelles mais qui ont marqué mon enfance. Comme quoi, par exemple? Tu attises ma curiosité. Alors, sa spécialité, c'était... elle avait beaucoup de spécialités, mais il y avait... J'ai toujours été bec sucré, et il y avait un dessert qu'elle me préparait, c'était les Zwetschgenknödel. Donc, c'est un genre de gnocchi farci avec des quetchs que l'on parsème avec de la chapelure sucrée, beurrée et parfumée au zeste d'orange et de citron. Et on sert ça avec un quark, c'est un genre de fromage blanc à la vanille, et c'est absolument délicieux. Ça a l'air absolument délicieux, en effet. Et est-ce que tu as toujours voulu être chef, Émilie ? Et où as-tu été formée à la cuisine ? Alors, c'est ma gourmandise, je dirais, qui m'a amenée vers ce métier. Et donc, à la fin de mes études, à la fin de mon bac, j'ai décidé d'aller me former à l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Donc, une école très prestigieuse, et j'ai reçu un enseignement de cuisine classique française. Ensuite, mon ambition et mon goût pour la belle cuisine, pour le souci du détail, m'a emmenée à continuer mon apprentissage auprès de chefs étoilés. Alors, j'ai travaillé plusieurs années pour le chef Emmanuel Renaud, qui a un restaurant 3 étoiles Michelin à Megève et qui est aussi meilleur ouvrier de France. Et je considère qu'il a été un peu comme mon mentor, parce que c'est dans sa brigade que j'ai le plus appris sur ce métier. Ensuite, j'ai aussi parcouru d'autres restaurants en Savoie, en Haute-Savoie, sur la Côte d'Azur pour m'initier à la cuisine méditerranéenne. Et j'ai eu envie d'aller m'ouvrir un peu aux cuisines du monde. Je suis partie en Australie, et en Australie, il y a une forte influence asiatique du fait de la proximité des territoires. Et j'ai eu l'opportunité de travailler dans un restaurant gastronomique vietnamien. Émilie, quel a été... Tu as voyagé, tu as été formée à l'Institut Paul Bocuse, tu as côtoyé les cuisines des grands chefs. Quel a été le moment le plus fort de ton apprentissage ? Est-ce qu'il y a un plat ou une anecdote qui t'a particulièrement marquée ? Alors, peut-être pas un plat en particulier, mais je suis systématiquement fascinée quand je visite un pays ou un territoire j'adore aller flâner et faire le marché. Je trouve qu'on y découvre... en fait, en quelque sorte, un marché, ça représente un peu le portrait de la culture gastronomique d'un pays. Et j'adore découvrir et apprendre à travers ça. Pour tous ceux qui voyagent, en effet, le marché, c'est souvent une effervescence qui est assez spéciale. Et quand on aime la cuisine, tout particulièrement. Émilie, tu nous l'as dit, tu as été formée à l'Institut Paul Bocuse. Paul Bocuse, qui est un chef emblématique de la gastronomie lyonnaise. On imagine que tu as eu une formation de cuisine traditionnelle française, tu nous l'as dit, donc plutôt carnée. Comment es-tu arrivée jusqu'à la cuisine végétale et surtout, pourquoi ? Alors, je pense qu'il y a eu une certaine prise de conscience au moment du Covid, où je me suis demandé, à mon échelle, ma passion, c'est de cuisiner, c'est ce que j'aime faire le plus au monde, c'est mon métier. Comment est-ce qu'à mon échelle, je peux œuvrer, contribuer à un mode de vie un peu plus juste, un peu plus durable, dans le respect de nos ressources et de notre environnement. C'est ça qui m'a amenée à la cuisine végétale, je pense. Parce que du coup, tu étais où avant ? Comment tu es arrivée dans ce restaurant de cuisine végétale ? Alors avant, j'étais confinée comme beaucoup d'entre nous. Et je me suis retrouvée dans ce restaurant un petit peu par hasard, je dois dire.
en répondant à une annonce. Et en fait, tout de suite, j'ai été séduite par la démarche bio, locale, équitable, et par le management humain qu'on me proposait dans cette entreprise, qui était assez différent de tout ce que j'avais pu expérimenter auparavant dans mes expériences en restaurant étoilé, où on subit quand même pas mal de violence, une forte intensité d'amplitude horaire, beaucoup de pression. Et voilà, ce qui m'a attirée, c'était cette dimension plus humaine et plus juste. Alors, j'aimerais que tu me racontes évidemment comment tu travailles depuis que tu es chef ici au restaurant Les Mauvaises Herbes. À quoi ressemble ta cuisine mais d'abord, petite question personnelle. Est-ce que toi, tu es végétarienne? Tu cuisines le végétal ici. Est-ce que toi, personnellement, tu es végétarienne ou végétalienne peut-être? Alors, je me doutais que cette question allait arriver. Moi, aujourd'hui, je me considère plutôt flexitarienne. Est-ce que tu peux nous préciser ce que ça veut dire flexitarienne? Peut-être la différence aussi entre végétarien, végétalien, flexitarien? Donc, être flexitarien, ça veut dire réduire notre consommation de viande et de poisson en privilégiant la qualité plutôt de la quantité. Être végétarien, ça signifie supprimer la viande et le poisson de notre alimentation. Être végétalien, c'est être végétarien, mais aussi supprimer les produits laitiers et les œufs. Et il y a encore une dimension encore un peu plus au sens strict du terme, c'est d'être végane. Et alors là, on supprime même tout ce qui est en lien avec l'exploitation animale de notre consommation, à savoir la laine ou le cuir. D'accord, donc vegan, en fait, la différence, c'est que ça va au-delà de l'alimentation. C'est vraiment dans le mode de vie, supprimer tous les produits animaux. Exactement. Merci pour ces précisions. Du coup, maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair, ton restaurant, Les Mauvaises Herbes, est-ce que c'est un restaurant végétarien, végétalien? Quel type de cuisine vous servez ici? Alors la cuisine qu'on y fait est végétalienne. Simplement, on se catégorise comme restaurant végétarien parce qu'on propose une assiette de fromage à la carte au menu du soir. Donc un restaurant végétarien où tu cuisines quand même principalement le végétal. Ça veut dire quoi, végétal? Quels sont les ingrédients principaux qui composent une assiette végétale? Qu'est-ce que tu cuisines? Alors, on pourrait penser qu'il reste plus grand-chose si on supprime la viande, le poisson, les produits laitiers et les œufs. Mais justement, en fait, la restriction aussi ouvre plein d'autres portes. Et je trouve que ça me stimule énormément et ça m'oblige à aller trouver des solutions ailleurs. Et plutôt que d'aller chercher le goût et les protéines dans les produits animaliers, je vais les chercher dans tout l'univers du végétal. J'utilise par exemple les protéines végétales comme les légumineuses ou les oléagineux. J'utilise des huiles végétales pour remplacer le beurre, ou bien des laits et des crèmes d'amandes, d'avoine, de riz. Là, je vais mettre à point mon risotto. Donc, dans la tradition culinaire italienne, le risotto, on voudrait qu'il soit lié au beurre et au parmesan. Sauf que c'est des produits que je n'utilise pas ici. Donc, j'ai trouvé d'autres solutions. Et je le termine avec une purée de potimarron qui est montée à l'huile avec quelques zestes d'agrumes. Et je trouve que ça va vraiment venir enrober le riz et le parfumer. Et c'est presque aussi intéressant que du beurre et du parmesan finalement. J'aurais même dû dire que c'est aussi intéressant que du beurre et du parmesan. Tu pourrais même dire que c'est meilleur que du beurre et du parmesan. C'est encore meilleur que du beurre et du parmesan. J'imagine que c'est parfois un casse-tête d'équilibrer une assiette végétale en termes de nutrition. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu as en tête quand tu travailles? Bien sûr, c'est fondamental de proposer une cuisine qui soit nutritive et rassasiante et équilibrée. Et c'est pour ça que j'utilise énormément de légumineuses, parce que les deux premières sources de protéines
dans le végétal, ce sont les légumineuses et les oléagineux. Donc j'essaye de les intégrer le plus possible dans ma cuisine. J'essaye de faire une cuisine qui soit nutritionnellement saine, et donc de varier les groupes d'aliments, proposer toujours une céréale, une légumineuse, un légume cuit, un légume cru. Et c'est ce qui fait aussi la richesse et la diversité des assiettes. C'est les contrastes de texture, de couleurs, de familles d'aliments. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les produits que tu utilises et surtout leur provenance? Où t'approvisionnes-tu pour cuisiner? Alors, au restaurant, on s'approvisionne essentiellement en bio, en local. Le choix du local, c'est tout simplement de s'approvisionner avec ce que la terre nous donne autour de nous et pas nécessairement d'aller la chercher à l'autre bout de la planète. On travaille toujours dans le respect des saisons. Et évidemment, dans la cuisine végétale, on ne peut pas forcément se priver d'oléagineux. Et les oléagineux, ils sont beaucoup cultivés au Moyen-Orient. Donc pour ça, on fait vraiment un travail de sourcing en sélectionnant des agriculteurs engagés dans le commerce équitable. D'accord. Et comment tu travailles, comment tu construis tes plats? Toi qui as voyagé, j'imagine que tu t'inspires peut-être des cuisines du monde. Comment on fait pour construire des plats végétaux, nutritifs et gourmands, puisque c'est ce que tu nous as dit? Eh ben, c'est tout l'enjeu. Donc, je m'inspire vraiment essentiellement de l'univers omnivore de la cuisine, que ce soit dans la cuisine française ou les cuisines du monde. Mais j'aime beaucoup m'amuser à jouer un petit peu avec les codes du monde omnivore. Donc, par exemple, au restaurant, on va faire des salaisons végétales. Donc, on s'amuse à cuire un légume, le saler, le mariner, le sécher, éventuellement le fumer. On joue aussi à faire des préparations fromagères comme une ricotta de graines de tournesol ou un parmesan de cajou. J'aime beaucoup aussi intégrer les algues dans ma cuisine pour faire référence à l'univers iodé de la mer. Et en référence à des plats un peu plus viandards, je fais des sauces où je fais des sauces en fait comme un jus de viande, sauf qu'au lieu de faire caraméliser des carcasses, je vais faire des sucs de légumes avec des oignons par exemple, en les faisant confire très longtemps. D'accord, donc tu imagines en fait un plat végétal un peu comme un plat carné, est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça, un peu comme un plat omnivore, j'aime bien utiliser ce mot. D'accord, donc le légume, en tout cas l'ingrédient principal, comme le serait une viande, se retrouve un petit peu... au centre de l'assiette. J'imagine aussi que tu cuisines des desserts. Alors, comment on fait un dessert sans œufs, sans beurre, sans crème, sans lait? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ça, je dirais que c'est vraiment ce qui m'a donné le plus de fil à retordre. C'est quand même très difficile en pâtisserie de se priver de beurre et d'œufs. J'ai dû faire énormément d'expériences parce qu'il y a encore très peu de chefs qui se sont penchés sur la question. Il y a encore très peu de recettes disponibles. Donc il a fallu beaucoup se documenter, comparer différentes recettes et bien sûr tester, se tromper, faire des erreurs et réajuster en fait. Il y a énormément de réajustements à faire. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple? Est-ce que tu as une recette d'un dessert entièrement végétal? Eh bien, par exemple, on fait au restaurant en ce moment, on fait une crème pralinée noix. C'est un genre de crémeux, donc ça peut s'apparenter à une crème pâtissière ou à une ganache. Et au lieu donc de mettre des œufs, je vais mettre de la compote de fruits, donc de pommes. Au lieu de mettre du lait, je vais mettre du lait de vache. On va utiliser du lait d'amande. Et au lieu de monter cette crème avec du beurre, on utilise de l'huile de coco équitable et bio. Ça a l'air super bon. Et est-ce que plus globalement, tu peux nous donner des astuces
pour, chez soi peut-être, remplacer les protéines animales ou juste sublimer le végétal dans les desserts ou dans les plats? Alors, par exemple, à la maison, on peut essayer de remplacer les œufs dans un gâteau par de la compote ou par un yaourt de soja qui a un pouvoir coagulant aussi. On peut s'amuser, c'est assez rigolo, d'utiliser, de réemployer l'eau de cuisson de nos pois chiches, qu'on appelle l'aquafaba. Et c'est assez marrant parce que quand on le bat au fouet, ça monte comme une meringue. Et c'est assez surprenant, le résultat est bluffant. Merci pour ces astuces. Je vais peut-être essayer comment tu dis? L'aquafaba. L'aquafaba. Je vais peut-être essayer l'aquafaba chez moi. Tu nous l'as dit tout à l'heure, Émilie, il y a beaucoup d'idées reçues sur la cuisine végétale. Elle est souvent stigmatisée. Elle est perçue parfois comme une cuisine triste, fade. Comment on fait pour se battre justement contre ces stéréotypes et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent « Ah, la cuisine végétale, c'est ennuyeux ». Je suis pas d'accord avec ceux qui disent ça et j'essaye de leur prouver le contraire. Donc la cuisine végétale, elle peut être très goûteuse. Ce qu'il faut simplement, c'est peut-être mettre un petit peu plus d'effort pour associer les saveurs entre elles et prendre un petit peu plus le temps de cuisiner, mais avec quelques épices, quelques zestes d'agrumes ou quelques plantes comestibles, on peut faire des merveilles. On peut faire des merveilles, comme tu le dis, en effet, avec la cuisine végétale. Pourtant, en France, c'est encore la viande qui domine nos assiettes. On en consommerait aujourd'hui en moyenne 85 kilos par an et par personne. Or, 1 kilo de viande émet 5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'un kilo de céréales. En fait, on le sait, aujourd'hui, on l'entend de plus en plus. L'un des meilleurs moyens de décarboner notre alimentation, c'est de réduire notre consommation de viande, et notamment de bœuf. Et pourtant, la cuisine végétale ne fait pas l'unanimité, elle est encore souvent boudée. Pourquoi, selon toi ? Pourquoi les Français ont encore, même les Européens, ont encore du mal à se passer de viande ? Quels sont les freins aujourd'hui qui nous empêchent de manger végétal ou en tout cas de végétaliser nos assiettes? Il me semble que les Français sont très attachés à leur histoire culturelle, gastronomique. Les emblèmes de la France, c'est le beurre, le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, et on a encore beaucoup de difficultés à passer le cap du végétal à cause de ça, oui. C'est très culturel, encore aujourd'hui, la gastronomie, la cuisine, c'est ça ? Bien sûr, c'est notre culture, notre éducation, c'est ça qui représente un peu qui l'on est aussi en tant que Français, bien sûr. Et toi, du coup, tu nous as dit que tu étais flexitarienne, donc que tu mangeais de la viande de temps en temps et de la viande de qualité, c'est ça ? Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que depuis que tu travailles justement dans le secteur de la cuisine végétale, est-ce que tes habitudes alimentaires ont évolué ? Est-ce que tu as toi-même réduit ta consommation de viande ? Est-ce que tu as pris conscience peut-être de l'impact de la viande ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, j'ai grandi dans une famille de bons vivants, donc depuis toujours, j'ai toujours mangé de la viande. Mais si on regarde les chiffres, on constate que 15% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'élevage d'animaux pour notre consommation. Je pense que c'est ma prise de conscience sur les problématiques environnementales actuelles qui m'amène à réduire ma consommation et surtout à privilégier plutôt une viande d'élevage paysan que d'élevage intensif. J'ai une question en rapport avec l'actualité. Il y a un débat actuellement sur le steak végétal. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. En fait, le gouvernement français prépare un décret pour interdire l'utilisation du mot steak, en fait, pour désigner des produits à base de protéines végétales. Quel est ton regard là-dessus ? Alors, je ne suis pas forcément pour tout ce qui est steak végétaux et produits simili, carnés, ultra transformés. Je ne suis pas vraiment favorable à ça parce que je préfère partir de produits bruts et les cuisiner moi-même et savoir ce que je mets dedans. Souvent, ces aliments, ils sont bourrés d'exhausteurs de goût, d'additifs.
aussi bio soit-il, ça reste des produits de grande distribution. Et moi, j'ai toujours une préférence pour ce qui est cuisiné maison. Aujourd'hui, toi qui es passé par des restaurants étoilés, tu l'as peut-être constaté, et tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus d'ailleurs. On a le sentiment que le monde de la gastronomie fait de plus en plus la part belle au végétal. Est-ce que c'est au chef justement de montrer l'exemple? Toi qui es chef, est-ce que tu penses qu'il y a une responsabilité? Les chefs, c'est un peu les ambassadeurs du bien manger. C'est un peu les représentants de nos modes d'alimentation. Et je considère que c'est un peu de notre devoir, étant donné que notre métier, c'est de nourrir les autres. Voilà, c'est notre responsabilité de montrer et de donner l'exemple pour les générations futures aussi. Ça me plairait ça. Qui veut partager ça avec moi? J'ai envie aussi du 4e, là, le toast de caviar au girolles. Nous, on prend un de chaque et on goûte à tout. Une entrée de chaque. Et après... Bon, bah moi, la patate douce. Comme ça, je goûterai le tien, tu goûteras le mien. Et qui sont vos clients, en fait, dans ton restaurant? Est-ce que tu sens qu'il y a un engouement? Est-ce que les gens viennent justement parce que vous proposez une cuisine végétale ou alors les gens sont surpris quand ils viennent? Alors, ceux qui ne savent pas, ceux qui se retrouvent un peu là par hasard sont souvent bluffés parce qu'à la fin de leur repas, ils se retrouvent rassasiés, ils se sont régalés et ils ne se doutaient pas que c'était 100% végétal. Je dirais qu'on a une clientèle très mixte. En fait, l'idée, c'est un petit peu de réconcilier tous les modes, tous les régimes alimentaires. Et voilà, et de plaire autant à un végétalien qu'à un carnivore. Et il y a beaucoup de carnivores qui viennent manger dans votre... Il y en a étonnamment, oui, étonnamment et de plus en plus. Pourquoi tu te lèves le matin en ce moment, Émilie? Qu'est-ce qui t'anime dans ton métier? Ce qui me fait me lever le matin, écoute, c'est le fait que la cuisine, c'est quelque chose qui éveille tous mes sens. Et qui me fait vraiment me sentir vibrer et exister. C'est aussi un moyen pour moi, quand je cuisine, de transmettre et de donner de l'amour aux autres. Quels sont tes projets, Émilie? Tu seras où dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, quelle question. J'espère continuer dans le végétal parce que c'est vraiment un univers que je me suis approprié maintenant et qui a énormément de potentiel, je trouve. Et puis, pourquoi pas entreprendre et ouvrir mon propre restaurant. Émilie, ce podcast s'appelle La Recette. Ça évoque quoi pour toi la recette? Quelle recette voudrais-tu nous donner aujourd'hui ou aurais-tu aimé qu'on te donne peut-être? Alors, dans ma recette, il y aurait 3 ingrédients. Le premier ingrédient, ce serait de fuir les aliments ultra transformés qui ont des listes d'ingrédients à rallonge, bourrés d'additifs et de produits superflus. Le deuxième ingrédient, ce serait de fuir la grande distribution et de plutôt s'orienter vers les commerces de proximité, le marché, qui proposent des produits frais et de saison. Le troisième ingrédient, ça serait tout simplement de cuisiner, de prendre le temps de cuisiner, se réapproprier la nourriture et à partir de produits bruts. Et voilà, et la cuisine, ça reste un moment de partage, c'est un moment convivial qui réunit les gens autour d'une table et pour moi, ça fait partie d'un moment de bonheur. Merci Émilie, merci beaucoup pour cette recette, merci beaucoup pour ton temps et puis plein de bonnes choses. Merci à toi Julie, merci pour ta visite. Merci pour votre écoute. Un nouvel épisode est disponible tous les 15 du mois et dans le prochain, nous allons parler des cantines scolaires. Alors, pour ne pas en perdre une miette, il suffit de vous abonner sur cette plateforme d'écoute. Merci.